Ce que la violence transmet de génération en génération, quand survivre devient plus qu'un héritage. Qui aime bien châtie bien. Je suis dur avec toi parce que je t'aime. Si je ne te dis pas tes 4 vérités, qui le fera? C'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ton bien. Tu comprendras plus tard. Un jour, tu me remercieras. Ces phrases ont traversé des familles entières. Elles ont parfois justifié des coups, des humiliations, des menaces, des silences pesants, des paroles qui marquent longtemps, des gestes ou des situations qui faisaient peur et mal, mais que l'on présentait comme nécessaires. Et peut-être que ce qui rend ces phrases si troublantes, c'est qu'elles ne viennent pas toujours de personnes qui n'aiment pas les autres. Elles peuvent venir de parents qui aiment sincèrement leurs enfants, de grands-parents qui savent que la vie est dure, des adultes qui ont eux-mêmes appris que corriger, c'était faire assez mal pour que ça rentre, des personnes qui transmettent ce qu'elles ont reçu, non pas forcément parce qu'elles souhaitaient blesser, mais parce qu'elles ont fini par croire que la dureté était une forme de prévention et de protection. Alors une question devient brûlante. Comment des personnes qui aiment sincèrement peuvent-elles transmettre de la violence en croyant transmettre de la force? Et surtout, ce qui a permis à certains de survivre doit-il nécessairement devenir la manière dont les survivants apprennent à vivre? La transmission. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on poursuit notre série consacrée au thème « Sortir du paradigme de la violence ». Dans le premier épisode, nous avons regardé comment certaines formes de violence deviennent si ordinaires qu'elles ne portent même plus leur nom. Dans le deuxième, nous avons exploré les mots qui nous apprennent à vivre en guerre. Dans le troisième, nous avons interrogé cette croyance selon laquelle la souffrance donnerait de la valeur et pourrait même devenir une dette à transmettre aux autres. Aujourd'hui, je t'invite à poursuivre ce cheminement de pensée en parlant de ce que la violence transmet de génération en génération. Pas seulement les violences les plus évidentes, c'est-à-dire les coups, les agressions, les actes que l'on identifie immédiatement comme intolérables, mais aussi les réflexes relationnels, les manières de faire obéir, les façons d'aimer, les postures de méfiance, les codes de hiérarchie, les réactions de défense, les phrases toutes faites, les modes de fonctionnement que l'on reproduit avant même d'avoir pris le temps de se demander s'ils sont justes. Parce que nous ne choisissons pas toujours les mécanismes de violence que nous reproduisons. Nous les avons parfois reçus comme des méthodes de survie. Comment une violence historique, familiale et affective peut-elle se transmettre sous les noms de protection, d'amour, de cadre, de loyauté, de réalisme, jusqu'à ce qu'une personne choisisse enfin de regarder ce qu'elle ne veut plus perpétrer? Dans certaines familles, la violence n'a pas toujours été identifiée comme de la violence. Elle est racontée comme de l'éducation. Il faut bien te remettre dans le droit chemin. Tu étais trop têtu. À un moment, il fallait que tu comprennes. Tu crois que les enfants se dirigent tout seuls? On présente la peur comme un outil d'apprentissage, la gifle comme un rappel à l'ordre, l'humiliation comme une correction, la menace comme une façon d'éviter pire plus tard. On récompense parfois moins la compréhension que l'obéissance. Le discernement est moins récompensé que la capacité à ne pas attirer d'ennui. Et l'expression sincère n'est pas aussi valorisée que l'art de ne pas déranger. Alors l'enfant apprend, pas seulement la règle explicitement énoncée, il apprend aussi qu'il vaut mieux se taire que de risquer de déclencher la colère, qu'il vaut mieux cacher ce que l'on ressent plutôt que de prendre le risque d'être ridiculisé. Il apprend à devenir habile dans l'art de deviner ce que l'adulte attend plutôt que de demander ce qui serait juste.
Il apprend aussi que paraître docile est préférable que de faire honte à sa famille. Et parfois, souvent même, des années plus tard, l'adulte devenu parent ne se dit pas consciemment: «Je vais transmettre de la violence». Il se dit: «Je veux que mon enfant soit prêt pour le monde. Je veux lui éviter de se faire marcher dessus. Je veux qu'il ait du caractère. Je veux qu'il sache se tenir en société». Mais ce que l'on transmet sous le nom de force peut parfois être un état de tension. Ce que l'on inculque sous le nom de respect peut parfois être simplement la crainte de l'autre. Ce que l'on désigne sous le nom de cadre peut parfois être de l'écrasement. Il est devenu presque banal d'entendre les adultes raconter, parfois en riant, des scènes qui auraient mérité beaucoup plus de gravité. Moi, si je ramenais moins de 16, je savais que j'allais me prendre une volée. J'avais toujours peur de ne pas savoir quand les coups allaient tomber. Au lycée, un tel pleurait pour un 17 parce qu'en rentrant, il allait se faire allumer par ses parents, alors que moi, si j'avais 12, j'étais content. Et les anecdotes circulent, on sourit, on secoue la tête, on ajoute parfois: «Ah ouais, chez nous, c'était aussi comme ça», hein. Comme si le fait que ce soit partagé rendait la scène plus légère, comme si le caractère courant d'une violence suffisait à l'innocenter. Mais une peur répétée ne devient pas anodine parce qu'elle est fréquente. Une humiliation ne devient pas éducative parce qu'elle a touché plusieurs générations. Un enfant qui apprend à travailler sous la menace n'apprend pas seulement les mathématiques, l'orthographe ou la discipline. Il apprend aussi que l'amour peut changer de visage quand le résultat attendu n'est pas au rendez-vous, et ce type de transmission laisse des traces. Alors bien sûr, il n'y a pas d'éducation parfaite et je sais que les parents font de leur mieux. L'idée ici n'est pas de remettre en question absolument tout ce qui se fait en matière d'éducation. L'idée, c'est vraiment de remettre en fait en question le point de vue vis-à-vis de ce qu'on considère comme normal et ce qu'on considère comme étant violent. Je vais ici prendre le temps aussi d'aborder un aspect plus historique, plus collectif, parce que lorsqu'on parle de transmission de la violence aux Antilles, étant moi-même martiniquaise, il serait artificiel de faire comme si l'histoire n'existait pas. En Martinique, nous vivons moins de 2 siècles après l'abolition officielle de l'esclavage dans les colonies françaises. À l'échelle d'une histoire humaine, ce n'est pas si lointain. Pendant plusieurs siècles, des êtres humains ont été déportés, chosifiés, vendus, fouettés, humiliés, violés, séparés de leurs proches, menacés de voir leurs cellules familiales détruites, contraints de survivre dans un système où attirer l'attention sur soi pouvait devenir extrêmement dangereux, pas seulement pour soi, mais aussi pour nos proches. Et dans un tel monde, faire honte à sa famille ou sortir du rang n'était pas seulement mal vu, cela pouvait exposer à des conséquences terrifiantes, des châtiments corporels extrêmes, des représailles, voire la mort. La punition d'un proche pour atteindre quelqu'un d'autre était monnaie courante. Il y avait des risques de séparation, de vente et de disparition de ceux à qui on tenait. Alors quand, quelques générations plus tard, on retrouve dans certaines éducations une obsession du «tiens-toi bien, ne me fais pas honte, ne te fais pas remarquer, respecte l'autorité sans discuter, baisse les yeux, ne réponds pas, mieux vaut encaisser que provoquer», il me semble nécessaire de ne pas regarder cela uniquement comme une suite de choix individuels déconnectés de l'histoire. Je ne dis pas que chaque phrase sévère prononcée aujourd'hui est une réplique directe de ce qui s'est passé durant la période de l'esclavage. Je ne dis pas non plus que toute famille antillaise fonctionne ainsi. Ce serait caricatural, injuste et sans doute faux. Je dis simplement qu'après plusieurs siècles d'un système fondé sur la surveillance, la hiérarchie, la punition, la déshumanisation, il n'est pas étonnant que certaines manières d'éduquer aient pu continuer à véhiculer cette peur sans toujours savoir d'où elle venait. Quand un peuple a dû apprendre à survivre sous la menace, l'hypervigilance peut devenir une valeur. La dureté peut devenir une preuve d'amour
Le contrôle peut devenir un réflexe de protection et l'obéissance peut devenir un synonyme de sécurité. Mais ce qui a servi à éviter le danger dans un contexte extrême peut devenir destructeur lorsqu'il continue à organiser les liens relationnels longtemps après. Et cette transmission ne passe pas uniquement par les mots ou par les gestes visibles, elle passe aussi par l'ambiance émotionnelle d'une maison, par ce dont on parle et ce qu'on tait à jamais, par la manière dont on réagit à un conflit, par ce qui est exigé pour être considéré comme respectable, par les peurs qu'on transmet sans les nommer, par les silences l'on appelle pudeur, alors qu'ils contiennent parfois des décennies de tabous, de traumatismes et d'interdits. Il faut savoir que nous apprenons principalement par le mimétisme et par le jeu. L'imitation vient de l'observation de l'exemple que nous renvoient les adultes, les aînés, les frères et sœurs, les cousins, toute personne qui représente une figure d'autorité à nos yeux. Et lorsque le jeu est rare, que l'espace d'essai libre est réduit et que la moindre erreur est rapidement blâmée, moquée ou punie, alors le mimétisme prend encore plus de place. On reproduit ce que l'on voit, on reprend les intonations, les rapports de force, les manières de se soumettre et celles de se faire respecter, les humiliations entre guillemets pour rire, les crispations qui servent à montrer qui décide, mais pas nécessairement par désir de nuire, mais parce que c'est ainsi qu'on a vu les relations fonctionner. Il y a quelques années, j'ai participé à une formation sur les violences sexistes et sexuelles proposée par l'Union des femmes de la Martinique. Et je me souviens très clairement de ce qui s'est passé en moi quand j'ai pris connaissance du contenu de cette formation. Parce que je me suis sentie comme si j'avais reçu un coup sur la tête, parce que ça m'a complètement sonnée. Non pas parce que je découvrais que la violence existait, ni parce que j'avais jamais entendu parler de domination, de harcèlement ou d'emprise, mais parce qu'en voyant le processus du cycle de la violence expliqué, j'ai reconnu un mode de fonctionnement que je connaissais et que je pratiquais. Pas sous une forme physique, pas dans un schéma où j'aurais été une enfant ou une femme battue, parce que ça n'a pas été le cas, mais il se trouve qu'il y a au moins un de mes parents qui a connu une véritable maltraitance lorsqu'il était enfant. Et moi, j'ai grandi avec certains de ces automatismes de violence, basés sur une manière de fonctionner assez complice, assez fusionnelle. On pouvait laisser monter la tension, exploser, réparer en partie, redevenir fusionnel, puis recommencer. Et ce jour-là, j'ai compris en fait que je connaissais ce cycle de violence. Et surtout, j'ai compris que je l'avais moi-même reproduit à certains endroits dans ma vie d'adulte. Pas avec des coups ou sous forme de violence physique, mais dans des fonctionnements relationnels qui pouvaient devenir violents, psychologiquement, sans que je les nomme ainsi sur l'instant. Avant cette formation, mon compagnon avait déjà attiré mon attention sur cette manière de faire, sur certains réflexes, certaines réponses, certaines façons de laisser la tension prendre toute la place. Et il m'avait fallu du temps pour comprendre comment mettre en place une autre façon de faire. Et puis en plus, je ne nommais pas ça de la violence, puisque pour moi, c'était entre guillemets normal. Parce que quand la violence constitue une part de notre socle relationnel, nous sentons bien qu'il y a un problème, que c'est désagréable, que certaines conversations laissent des traces et que certaines réactions vont trop loin. Mais on fait avec, comme on peut, parce que cela nous paraît familier, parce qu'on n'a pas forcément appris autre chose, parce qu'on n'imagine pas toujours qu'un autre fonctionnement est possible et nous n'avons pas toujours conscience qu'elle est violente aussi pour les autres. Comme on dit en créole, ça ou pas savent, grand passé ou. Ça veut dire que ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Alors, je tiens à dire quelque chose d'important ici. Comprendre d'où vient la violence ne sert pas à la justifier. Cela sert à décider consciemment de cesser de la transmettre. Parce que dire qu'une personne violente a elle-même pu être blessée ne signifie pas qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Reconnaître qu'un comportement agressif peut s'inscrire dans une histoire où on a été victime ne revient pas à effacer l'impact de ce comportement sur ceux qui le subissent actuellement.
Mais si nous refusons d'interroger la transmission et le mode d'interaction, nous risquons de nous contenter d'attendre la prochaine explosion sans jamais regarder ce qui l'a rendue plus probable. Des recherches montrent d'ailleurs qu'avoir connu des maltraitances dans l'enfance est associé à un risque accru de reproduire certaines violences plus tard, notamment dans les relations intimes. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un signal fort, parce que la violence vécue non accompagnée ne disparaît pas d'elle-même. Elle peut chercher une autre sortie, certaines fois en se retournant contre soi-même, d'autres en entretenant des relations destructrices ou encore en se répercutant sur d'autres personnes. Et c'est pour cela que les victimes de violences peuvent, elles aussi, devenir auteurs de violences ordinaires. Des hommes, des femmes, des non-binaires, des adultes, des enfants, des humains, quoi. Parce que c'est le mode d'interaction qu'ils et elles connaissent, même lorsqu'il ne leur convient pas et qu'ils et elles en ont souffert, y compris quand ils se sont jurés qu'ils ou elles ne feront jamais vivre à personne ce qu'ils et elles ont vécu, parce qu'ils savent combien c'est dur et parce qu'ils ne le souhaitent à personne. Et pourtant, un jour, la colère déborde, un regard méprisant est lancé, un silence punitif s'installe, une parole qui humilie est dite. Une personne qui nous accorde de l'attention devient la cible de ce qui n'a jamais trouvé d'autre issue. Et on cède à la tentation de répondre à une perception de violence subie par une violence redirigée. Parfois, cela prend la forme de phrases comme « J'ai été terrifiée par les hommes, alors c'est tant mieux si la peur change de camp. J'ai été humiliée par des femmes toute ma vie, alors au moins maintenant, elles savent ce que ça fait. Et bien maintenant au moins, ils et elles comprennent ce qu'on ressent. » Mais c'est faux. La peur ne change pas vraiment de camp. Elle se déploie. Elle ne répare pas le trauma. Elle le propage. Souhaiter à l'autre de ressentir ce qui ne nous a pas fait de bien ne nous libère pas pour autant. Cela contribue à diffuser le mal-être dans notre société par capillarité. L'humiliation est délétère, que l'on soit homme ou femme ou non-binaire. Le respect de la dignité est nécessaire à tous les âges, pour tous les genres et pour toutes les orientations sexuelles. Alors je suis désolée de le dire comme ça, mais selon moi, opprimer un groupe de personnes en réponse à l'oppression vécue par le groupe auquel on pense appartenir ne répare pas la violence vécue. Cela en change simplement la cible, et cela ne nous mène pas vers du mieux. Se rabaisser les uns les autres au nom d'une leçon à transmettre ne fait que rabaisser notre société. Cela crée de la méfiance entre les individus et cela fragilise les interactions car la phobie sociale ne fait du bien à personne. En créole, on dit ça qui pas bon pour oies, pas bon pour canard. Littéralement, ce qui n'est pas bon pour les oies n'est pas non plus bon pour les canards. Autrement dit, ce que je reconnais comme néfaste lorsqu'on me l'impose ne devient pas soudain juste lorsque c'est moi qui l'impose à quelqu'un d'autre. Et c'est là que pour moi le sujet devient éminemment personnel. Je ne veux pas interrompre la transmission de la violence parce que c'est une belle idée abstraite. Je veux qu'elle cesse parce que je sais ce que certains effondrements coûtent et que je ne souhaite pas les voir se propager, ni par orgueil, ni par indifférence, ni par esprit de revanche. Oui, dans ma vie, j'ai traversé des expériences que je ne souhaite à personne. À 21 ans, j'ai vécu une méningite, suivie d'une convalescence de 3 mois pendant lesquels ma vie était littéralement mise sur pause, avec environ 45 minutes d'autonomie toutes les 8 heures. Je ne souhaite cela à personne. À 27 ans, j'ai eu un abcès extrêmement douloureux qui a nécessité 2 opérations chirurgicales à moins de 3 mois d'intervalle. Et en parallèle, il y avait une pression immense que je me mettais pour maintenir mon niveau d'excellence au travail. Puis j'ai été licenciée économiquement et je traversais une période psychologiquement très difficile. Je ne souhaite cela à personne. Je connais des personnes qui ont vécu des burn-out, d'autres des dépressions, et moi-même j'ai senti le goût de vivre disparaître de ma bouche à un moment donné.
Ça non plus, je ne souhaite cela à personne. Depuis 2016, j'œuvre pour que les personnes autour de moi évitent autant que possible d'en arriver à de telles extrémités. Alors non, ça n'empêche pas tout, ça ne règle pas tous les problèmes et il y a certaines personnes qui traverseront tout de même des phases d'écroulement, des maladies, des ruptures, des épuisements, bref. Mais je ne leur souhaite pas de vivre ces expériences-là et surtout je fais de mon mieux pour ne pas les y mener. Dans mes relations personnelles, quand j'ai constaté effectivement que j'avais tendance à reproduire des schémas qui représentaient une certaine violence et qu'on me l'a fait remarquer, j'ai mis en place des choses pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'avoir souffert ne me donne pas envie de vérifier comment les autres s'y prendraient si la même souffrance s'installait dans leur vie. Au contraire, cela me donne envie de contribuer à mon échelle à ce que certaines douleurs soient évitées autant qu'elles puissent l'être. Si ce que tu entends résonne pour toi et que tu sens que ça vient toucher des héritages familiaux, éducatifs ou culturels sur lesquels tu n'avais pas encore fait de lien avec la question de la violence, je t'invite à t'abonner au podcast et à activer les notifications pour suivre la suite de cette série. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que cette réflexion vient éveiller chez toi. Et puis, bien sûr, si tu connais quelqu'un qui réagit un peu durement comme s'il s'agissait d'un devoir de transmission, tu peux lui partager cet épisode. Parce qu'intercepter un héritage de violence commence souvent par oser le reconnaître sans se condamner pour l'avoir reçu. Je veux également aborder un angle de ce sujet un peu plus sensible encore, la manière dont les violences extrêmes peuvent laisser des traces au-delà des seuls souvenirs racontés. Depuis plusieurs années, des chercheurs s'intéressent aux effets intergénérationnels des traumatismes. Des travaux ont notamment observé chez les descendants de survivants et survivantes de la Shoah et chez des personnes exposées à des violences de guerre sur plusieurs générations, des modifications épigénétiques associées à la réponse au stress. Le stress étant une réaction physiologique et psychique à une contrainte. L'idée n'est pas de dire de façon simpliste que les traumatismes se transmettent dans l'ADN et foutu pour foutu, en fait tout vient de là. Les mécanismes restent quand même assez complexes et dans la transmission familiale de la réponse au stress, il y a certes la génétique, mais il y a aussi les récits, l'éducation, les silences, les environnements, les comportements, les insécurités matérielles, les rapports sociaux qui entrent en jeu. Mais ces recherches-là nous invitent aussi à prendre en considération une notion importante. Les violences extrêmes peuvent laisser des traces qui dépassent la seule génération qui les a directement vécues. Alors lorsqu'on parle d'un peuple dont les ancêtres ont subi plusieurs siècles d'esclavage, de chosification, de viol, de brutalité physique, de terreur, de dépossession d'eux-mêmes et de leur culture, il me paraît nécessaire d'aborder la transmission avec humilité, sans tout expliquer par l'histoire, sans enfermer les descendants dans un destin de douleur ni faire de la mémoire une identité immobile, mais je ne peux pas non plus faire comme si ces quelques générations suffisaient à effacer ce que plusieurs siècles ont imprimé dans les corps, dans les familles, dans les imaginaires, dans les institutions et dans les façons de fonctionner. Je ne pense pas que tout soit tout noir ou tout blanc, car je sais aussi que les comportements peuvent se transformer. Je vois des enfants de ma famille interagir parfois un peu comme mes frères et moi faisions ensemble. Beaucoup de chamailleries, beaucoup d'opposition, parfois une violence qu'on pourrait facilement balayer d'un c'est ça les frères et sœurs, ils sont comme chiens et chats. Parce que oui, dans les fratries, on se cherche, on se taquine, on se heurte parfois. Tout n'est pas pathologique, tout n'est pas dramatique. Cela n'empêche pas aux adultes de faire leur part, c'est-à-dire sensibiliser aux limites à respecter, rappeler que le corps de l'autre lui appartient, qu'il est possible d'apprendre à jouer sans humilier, à se disputer sans s'écraser et à présenter des excuses ou à chercher à réparer quand on sent qu'on a dépassé une limite.
Cela a été fait pour mes frères et moi, cela est fait aussi pour les enfants dans ma famille. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'à tous les âges, il est possible de progresser, de remettre en question son mode de fonctionnement, de faire des ajustements. Et non, tout n'est pas toujours nickel dès le premier essai. Non, tout ne finit pas par être tout rose H24 tout le temps. Mais quand on chemine vers plus de paix, quand on cherche à construire du lien plutôt qu'à écraser pour ne pas être écrasé à son tour, il y a quelque chose qui change. Les différences des uns et des autres trouvent davantage leur place dans la dynamique de cohésion. On peut réussir à fonctionner ensemble de manière respectueuse et voire même harmonieuse. Les désaccords ne sonnent plus automatiquement comme le glas de la relation. La confiance en soi et en l'autre peut se développer. Oui, j'y crois, je le vis au quotidien et j'accompagne mes clients dans ce sens. On peut s'appuyer mutuellement sur nos forces respectives sans s'épuiser à cacher nos faiblesses ou notre vulnérabilité. Et ça, je peux vous assurer que c'est carrément reposant. Alors, interrompre une transmission de violence ne veut pas dire effacer son histoire non plus. Cela ne veut pas dire rejeter sa famille, ni nier la souffrance de ceux qui nous ont précédés. Cela ne signifie pas non plus qu'on s'imagine être plus évolué, mieux que tout le monde, au-dessus de la masse. Cela veut dire simplement qu'on accepte de s'interroger sur ce qu'on a reçu. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que cela a permis de protéger à une certaine époque? Qu'est-ce que cela abîme encore aujourd'hui? Et qu'est-ce que je choisis de ne plus transmettre? Parce que ce qui a circulé jusqu'à nous n'est pas toujours de notre faute, mais ce qui continue à circuler à travers nous est de notre responsabilité. Nous pouvons transmettre autre chose que la peur, que la honte. Autre chose que la dureté prise pour de l'amour ou le rapport de force comme langage de sécurité. Oui, nous pouvons enseigner le droit d'exister sans devoir s'écraser. Nous pouvons envisager la possibilité de se corriger sans se détruire. Nous pouvons décider que la responsabilité ne nécessite pas une humiliation, qu'on peut être ferme sans être cruel, qu'on peut aimer sans être obligé de châtier, parce que la protection ne signifie pas systématiquement domination. Et si en m'écoutant, tu reconnais que certaines violences que tu as reçues ont influencé ta manière d'aimer, d'éduquer, de poser des limites ou de chercher à te faire respecter, sache que ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à regarder avec plus de lucidité ce qui se joue à l'instant T. Et c'est déjà le premier pas qui interrompt la transmission selon moi. D'accord? Tu peux me retrouver dès maintenant sur Instagram, Victoria Porte-Bonheur. Et si jamais tu ressens le besoin d'échanger, tu peux m'écrire en DM. Je te mets en description des ressources pour aller plus loin. L'idée, ce n'est pas de te faire porter le poids de tout ce qui t'a précédé, mais de t'aider à discerner ce que tu veux continuer à faire vivre et ce que tu veux laisser s'arrêter avec toi. Nous héritons parfois de gestes, de mots, de postures qui ont traversé plusieurs générations avant d'arriver jusqu'à nous. Certains ont protégé, certains ont permis de survivre, certains ont maintenu une dignité vivante au cœur de l'horreur, mais d'autres continuent de blesser longtemps après que le danger qui les a vus naître se soit déplacé ou ait disparu. Ce que nous appelons parfois caractère, éducation ou protection est un ancien mécanisme de survie qui continue à blesser parce que personne n'a osé lui demander s'il était encore nécessaire. Alors l'enjeu n'est pas de mépriser ce que nos anciens ont fait pour survivre. Peut-être qu'il est de se demander, avec assez d'amour et assez de courage, qu'est-ce qui nécessite encore d'être transmis et qu'est-ce qui peut enfin s'arrêter ici.
Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration en regardant ce qui peut se passer lorsque la violence devient une posture de protection. Le titre du prochain épisode, c'est « La meilleure défense, c'est l'attaque ?» Quand se protéger nous pousse à blesser avant d'être blessé. Merci encore d'être entré dans cette bulle de réflexion avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like et en t'abonnant à Victoria Porte-Bonheur. Tu peux me laisser aussi un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi en dessous de cette vidéo. Et si jamais tu as des questions, ça se passe au même endroit, dans l'espace commentaire. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources, sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!